Bonjour. Bonjour. Alors du coup, bienvenue à tout le monde à cette discussion qui s'annonce super passionnante entre Jacques Dubochet, Aurélien Barraud et les grévistes du climat. Donc qui va durer environ 2 heures et où on abordera des thèmes de l'écologie en lien avec la crise sanitaire actuelle et en lien avec l'engagement citoyen et politique. Et puis, on accueille Aurélien Barraud, qui est astrophysicien et professeur à l'université de Grenoble, et Jacques Dubochet, prix Nobel de chimie, professeur honoraire à l'université de Lausanne et engagé chez les grands-parents pour le climat et dans de nombreux autres collectifs pour l'écologie. Tous les deux, vous êtes illustrés par votre sensibilité et votre engagement sur les thématiques de l'écologie en tant que scientifique. Donc, on se réjouit de discuter de toutes ces questions ensemble. Et pour commencer, on vous donne d'abord la parole pour une présentation qui va durer environ 30 minutes. On est 6 personnes de la grève du climat qui se présenteront après. Et puis de Youth for Climate en France. Et donc, je donne tout de suite la parole du coup à Aurélien pour une petite présentation sur un sujet qui va nous présenter tout de suite. Bien, bonjour, merci beaucoup de votre invitation. Moi, je suis super content de vous revoir parce que ça avait été une joie de faire votre connaissance quand j'étais venu en Suisse. Et puis évidemment, j'étais très honoré de côtoyer Jacques Dubochet. Je ne sais pas si ça marche l'image. Oui. Enfin, en même temps, c'est pas très grave parce que ma tête n'a aucune importance. Donc, c'est le son qui compte. Alors, voilà. Donc, écoutez, puisque vous nous sollicitez un petit peu sur la situation actuelle, moi, j'ai l'impression que ce qui se passe d'intéressant et d'un peu effrayant aussi, finalement, c'est que nous faisons face à une sorte de structure gigogne de crise. Parce qu'il y a d'une part des crises au niveau individuel, qui sont évidentes, une sorte de compréhension comme ça, qui fait jour en nous de l'absurdité de la situation, de l'absurdité de cette culture de la gestion à laquelle nous sommes en permanence confrontés, de l'absurdité de la perte de sens. À un peu plus haut niveau, il y a une crise, je dirais, professionnelle. Beaucoup d'entre nous vivent dans des circonstances de ce qu'on appelle maintenant la dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'on investit notre temps et notre intelligence dans des actions dont on a parfois parfaitement conscience qu'elles vont à l'encontre du monde que l'on aimerait voir émerger. Je crois qu'il y a aussi une crise au niveau de l'urbanisme, parce qu'on ne se connaît plus, les êtres humains qui se croisent, les animaux moins encore, parce qu'on fait face à une géographie qui est très largement banalisée et désenchantée. Il y a à plus haut niveau encore une crise au niveau national, en particulier peut-être dans cette sorte d'injonction patriotique qui, en ce qui me concerne, me pèse et me scandalise même assez fondamentalement. Et puis, il y a une sorte de crise mondiale. Ça, bien sûr, c'est la nouveauté à laquelle nous faisons face depuis quelques semaines, à savoir cette pandémie internationale. Mais il faut faire attention aussi parce que, vous savez, je crois qu'il y a toujours quelque chose d'un peu indécent, voire d'obscène, quand d'un seul coup l'Occident a peur et a l'impression que cette peur doit valoir pour tous et pour toujours. Bon, si on regarde quand même ce que vivent un grand nombre de pays, et en particulier bien sûr de pays du Sud, en temps normal, c'est plutôt pire que ce qui se passe en ce moment au cours de cette crise qui nous apparaît à nous comme étant tout à fait exceptionnelle. Et puis à un niveau encore supérieur, il y a ce qu'on pourrait appeler la métacrise, c'est-à-dire l'effondrement global qui est en cours. Et pour ceux qui ne seraient pas des jeunes militants, je rappelle que ce n'est pas simplement une peur concernant l'avenir, ce n'est pas une sorte de fantasme comme ça de quelques doudingues, il est maintenant scientifiquement acté que nous sommes dedans, puisque nous avons déjà perdu l'essentiel finalement des populations d'animaux sauvages et l'essentiel des forêts si on se ramène à l'ère pré-agricole. Donc cette crise, ce n'est pas simplement une crainte, c'est un fait scientifique, pourrait-on dire. Et puis, ce que je viens de décliner comme ça, je dirais à différentes échelles spatiales, je crois que c'est vrai aussi au niveau culturel, au niveau politique, au niveau sémantique. Et donc, on se trouve dans une sorte d'enchevêtrement, pourrait-on dire, de crises en tout genre, dans une sorte comme ça de structure en poupée russe. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Alors, revenons-en bien sûr, commençons peut-être par l'actualité. L'actualité, c'est le coronavirus qui occupe l'essentiel de l'espace médiatique et puis une partie bien sûr aussi de nos imaginaires.
Alors d'abord, on a peur, on a tous eu un peu peur, certains d'entre nous ont encore peur pour nous-mêmes, pour nos proches, pour nos parents, pour nos amis, on a peur d'être malade, on a peur de mourir, et ça évidemment c'est une peur légitime. En ce qui me concerne, une fois passé ce stade, puisque j'ai la chance de ne pas avoir été touché dans mes amis proches ni moi-même, j'ai eu ensuite peur que ça revienne à la normale. Je me disais, finalement, dans 2 mois, on va revenir comme avant et on va réenclencher la logique de métacrise que j'évoquais précédemment. Et puis après, la peur s'est encore accentuée et je dirais qu'aujourd'hui, j'ai peur que ce soit encore pire que la normale. Parce qu'on voit en particulier en France le MEDEF, l'organisation patronale, qui appelle par exemple non seulement à ce qu'on revoie les normes du travail pour pouvoir travailler plus, juste après le coronavirus de façon à rattraper le retard, et puis surtout qui appellent à déployer des moratoires sur les normes environnementales, autrement dit qui veulent profiter de cette crise sanitaire, qui est effectivement aussi une crise économique, pour revenir sur les très minces avancées, parce qu'elles étaient déjà minimes et même dérisoires, ces avancées écologiques, et donc on voit bien que ça ne va pas se passer facilement, et qu'il est possible en réalité que non seulement on revienne à la normale au niveau des valeurs, mais que ce soit encore pire, avec un dérèglement écologique encore plus prononcé, et peut-être même l'émergence par exemple d'une société de surveillance, ce qui n'est pas exclu eu égard aux mesures qui sont actuellement mises en place. Donc moi je crois qu'on est dans un moment d'instabilité. Voilà, on pourrait appeler ça une sorte d'instabilité fractale parce que ça se joue à tous les niveaux. Alors l'instabilité c'est très excitant parce que quand on souffle sur la bille elle peut tomber du bon côté et on est content, on aura gagné une victoire. Mais c'est aussi très inquiétant parce que évidemment ça peut se déployer en sens exactement opposé à ce que l'on souhaiterait et si on fait le bilan des forces en présence, je ne suis pas sûr que nous soyons en position de force. Donc deux petits exemples. La 5G. La 5e génération de téléphonie mobile, on voit qu'en ce moment, beaucoup de pays européens en profitent pour accélérer en quelque sorte le processus de déploiement de la 5G. Pour moi, ça c'est l'archétype d'une folie. Voilà. Parce que ça ne sert pas à grand chose, soyons honnêtes. On trouvera bien sûr quelques applications intéressantes, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais globalement, ça ne répond pas à un vrai besoin. Et ça a un coût exorbitant, puisque ça va consommer énormément d'énergie. On devrait être dans une obsession de lutte contre la consommation d'énergie. Or là, on sait qu'on va décupler, ou plus exactement multiplier par 3 la consommation énergétique des opérateurs, on va construire des milliards de terminaux mobiles, on va accentuer les problèmes de cybersécurité, les problèmes d'addiction, les problèmes de fracture numérique. Donc ça a un coût exorbitant pour notre avenir, pour un gain quasi nul. Et pourtant, on le fait. Et on s'engouffre dedans sans qu'il n'y ait strictement aucun débat autour de la question. Et ce qui me fait de la peine, en réalité, c'est que ceux qui aujourd'hui apparaissent au premier plan de la lutte contre la 5G sont parfois des gens qui brûlent les antennes parce qu'ils croient qu'elle propage le coronavirus. Ce qui est tout à fait absurde aussi. Voilà. La 5G est grave, mais elle n'est pas grave pour cette raison-là. Donc non seulement il faut la combattre, mais il faut la combattre pour les bonnes raisons, et pas vraisemblablement pour des peurs fantasmées qui n'ont aucun fondement scientifique. L'autre exemple de même titre, c'est Starlink. Vous savez, ces satellites que déploie le fou dangereux Elon Musk, fou dangereux qui, je vous rappelle, a commercialisé des lance-flammes, qui commercialise des voitures qu'il prétend être écologiques alors qu'elles ne le sont pas du tout, et qui là est en train de commettre cette sorte, je sais pas, j'appellerais ça une obscénité transcendantale, c'est-à-dire aller jusqu'à détruire le ciel lui-même. Bon, évidemment, ces 40 000 satellites vont avoir un impact dramatique sur l'astronomie, mais c'est pas que ça, c'est surtout l'impact symbolique. C'est qu'une société privée, dans le but de faire du profit, peut détruire cette espèce de lien qu'on croyait inaltérable avec le cosmos, quoi. En grec, le cosmos, c'est l'harmonie, c'est la convenance raisonnable, c'est ce qui nous dépasse. Voilà. Bon, je rappelle pour l'anecdote, qu'on sache bien quand même à qui on a affaire, que Elon Musk, hier, s'est prononcé pour un retour très rapide au travail des Américains, lutte drastique contre le confinement, parce qu'il estime qu'il est plus important que ces entreprises rouvrent le plus vite possible, fût-ce au prix de la santé publique. Donc on comprend bien la logique qu'il y a derrière tout ça, et ça me rend infiniment triste, parfois un peu en colère. Alors, il y a beaucoup de défis à relever, mais le premier, c'est d'être honnête. Parce qu'on est un peu agacé et parfois ulcéré quand on voit que des personnes, en l'occurrence plutôt âgées, sont mises en situation dangereuse, voire mortelle par ce virus, et il y a de quoi être en colère, mais en même temps, il faut être honnête.
On sait que la pollution tue environ 800 000 personnes par an en Europe, et ces 800 000 personnes sont essentiellement des personnes âgées, qui sont également non seulement mises en danger, mais mises en situation mortelle par notre choix. Puisqu'on n'est pas obligé de rouler en 4x4 en centre-ville, on n'est pas obligé de faire la 5G, on n'est pas obligé de faire des nombreux voyages en avion. Donc, c'est terrible ce qui se passe avec le virus, mais c'est beaucoup moins terrible que finalement ce qui se passait déjà avant le virus, et a fortiori de ce qui va se passer après le virus, si on ne prend pas un tournant radical. Donc soyons cohérents et ne nous surfocalisons pas, je dirais, sur ce qui, voilà, aujourd'hui fait la tête des médias. Alors le défi d'abord, c'est de comprendre que le problème est systémique. Voilà, ça je pense que c'est très très important. Il faut qu'on martèle, je crois, à nos concitoyens que les petits ajustements ne peuvent pas suffire. C'est pas une question d'idéologie, même si moi j'ai aucun problème avec l'idéologie d'ailleurs, mais c'est pas une question d'a priori politique, c'est une question d'analyse rationnelle, factuelle. Voilà, on fait face à un problème immense et il ne peut y avoir de solution qu'à la démesure du problème. Au niveau écologique, pour moi le plus grand danger, le plus grand enjeu en ce moment, c'est bien sûr d'avancer sur le combat pour le climat, mais de ne pas en rester au combat pour le climat. C'est très bien de se battre pour le climat, c'est pas moi qui dirais le contraire, mais il faut absolument que les gens comprennent que même si on n'émettait pas 1 gramme de CO2, on serait quand même dans la 6e extinction massive. Ne croyez pas, vous le savez, mais faites savoir à vos amis que c'est uniquement un problème de réchauffement climatique. Ce problème est grave, mais il n'est qu'un parmi d'autres. Et si on avait des avions parfaitement propres, ce qui n'existe pas bien sûr, mais qui n'émettent pas de CO2, le tourisme resterait en tant que tel dévastateur pour la vie sur Terre. Ensuite, il y a un problème politique, évident. Mais là encore, et ça je me permets de le dire parce que je connais un peu la sensibilité de certains d'entre vous, ce n'est pas qu'un problème d'autoritarisme. Il y a sans doute un problème d'autoritarisme et de non-représentation de la société civile. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas que ça. Dans les milieux, voilà, que je suppose être les vôtres, et qui sont un peu les miens aussi, pour être honnête, on aime beaucoup par exemple les assemblées générales. Bon, et c'est super ça, mais on ne peut pas piloter tout à l'assemblée générale. Soyez certains que si demain il y a un réfugié syrien qui commet un meurtre, et que le lendemain on fait un référendum, le référendum dira on renvoie tous les réfugiés chez eux. Donc, faut faire très attention à ça. C'est pas aussi simple que ça. Donner la parole au peuple, bien sûr que c'est tendanciellement ce qu'il faut faire. C'est pas moi qui vais plaider pour la dictature, on est bien d'accord. Mais il faut faire attention que ce n'est pas une solution miracle quand la plupart des gens, en fait, ont encore une vision très sécuritaire, très anti-écologique, etc. Donc, ça fait partie du problème, mais c'est pas le seul problème. De même qu'au niveau économique. Il y a évidemment un problème de capitalisme, parce que le capitalisme contient en lui-même son propre hubris, en quelque sorte, son principe d'auto-illimitation. Mais ce n'est pas qu'un problème de capitalisme, il faut être honnête et le reconnaître. Les rois et les empereurs n'étaient pas capitalistes. Pourtant, en termes de justice sociale, c'était vraiment pas terrible. L'URSS n'était pas capitaliste. Et en termes d'écologie, c'était pas terrible non plus. Donc, il va vraiment falloir qu'on ratisse très profondément pour comprendre que le problème n'a pas de solution simple. Faut pas baisser les bras, mais il faut vraiment aller très très loin, je crois. Alors pour conclure, je nous rappelle que les températures n'ont jamais été aussi élevées à cette période de l'année, en tout cas en France. Donc la vraie grande crise est toujours bien là. Et je crois que pour moi l'exigence à court terme, c'est justement l'exigence. Voilà. C'est une exigence d'exigence. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit bien la stratégie qui est en train de se mettre en place au niveau du patronat, par exemple, ou des pouvoirs publics les plus réactionnaires, disons. C'est de dire « Ah, ça va être pire qu'avant ». Nous, on va gueuler, et le résultat, ça avait été, bon allez, on aime bien les écolos, donc finalement, on va revenir comme avant, vous voyez, on vous écoute. Et ça, c'est inacceptable. Il ne faut pas qu'on en reste là. Juste un exemple pour être concret. Vous savez, en France, il y a eu beaucoup de débats autour d'une réforme des retraites, il y a quelques mois. Et puis là, en ce moment, elle est un peu gelée. Bon, et pour cause d'ailleurs, elle était pratiquement, concrètement intenable, mais peu importe. Et donc, beaucoup de gens se disent, bon, bah, ils vont être contents, les gauchistes, parce que, bon, on a gelé la réforme des retraites. Mais on n'est pas du tout content, parce qu'il faut une réforme des retraites, sauf qu'il faut la réforme opposée à celle qui était proposée. Je ne comprends toujours pas, moi, pourquoi une femme de ménage ou un homme de ménage qui a passé sa vie à trimer, se retrouve à la retraite dans une situation de quasi-misère, alors que quelqu'un qui a amassé beaucoup d'argent continue d'en amasser beaucoup alors même qu'il ne fait plus rien. Bon, et qu'il a plein d'économies de côté. Moi, je suis pour une retraite universelle, mais au sens fort, pas au sens de M. Macron, c'est-à-dire au sens où tout le monde, par exemple, aurait la même retraite.
Ce que je veux dire par cet exemple, c'est que je crois qu'on ne doit plus se contenter des miettes. Voilà, les miettes, ça suffit plus. Je crois qu'il faut exiger des choses dans le sens du bien commun, évidemment, assez radicales, et ne pas se contenter de ce que nous octroient aujourd'hui ceux qui tiennent les rênes. Nous avons la conviction, pour de bonnes raisons, que le sérieux est de notre côté, non seulement l'éthique, mais également le sérieux pour l'avenir commun. Et donc, je crois qu'il va falloir qu'on commence à taper un peu du poing sur la table avec des exigences puissantes. Voilà, je crois que j'ai usé mon quart d'heure. Merci beaucoup Aurélien pour cette super intervention. Je passe maintenant la parole à Jacques. Oui, merci beaucoup Aurélien. C'était comme on s'y attendait, c'était une brillante synthèse. Je serai plus restreint. Et je vais commencer par ce qui s'est passé très récemment chez nous. Le 24 février, il y a eu le premier cas annoncé de Covid-19. Le 6 de mars, il y avait 100 personnes annoncées ou détectées. Le 13, il y en avait 1000. Nous étions dans une belle exponentielle qui multipliait le nombre de cas par 10 toutes les semaines. Le taux de croissance, c'était ça doublait tous les 2,6 jours. Et évidemment, quand on est arrivé au 13, c'était la panique parce que les autorités voyaient que le service médical allait être saturé dans quelques jours. Alors, on a pris des mesures, ces fameuses mesures extraordinaires qui donnaient au Conseil fédéral le pouvoir de tous nous enfermer d'un coup, du jour au lendemain. C'était quand même spécial. Et la guerre au virus à la Macron a ainsi été bien avancée. Et aujourd'hui, alors qu'il y a quelques semaines, on avait 1000 nouveaux cas par jour en Suisse, on est redescendu maintenant, on approche des 100 cas par jour. Ouf, ça y est, on a gagné, la guerre au virus est terminée. Non, elle n'est pas terminée, mais la guerre au virus est maîtrisée et maintenant nous entrons dans la guerre politique. Par exemple, déjà le Conseil fédéral a donné 2 milliards presque pour que nos avionneurs puissent repartir dans le ciel alors que pendant 1 mois et demi, on n'avait plus d'avions. Vous savez, ici je suis à la montagne, maintenant il y a du brouillard, mais toutes ces dernières semaines, c'était un ciel pur comme je n'avais plus vu de mon enfance. Voilà. La guerre au virus, la lutte pour le virus n'est pas finie. En fait, tant qu'il y a quelque part dans le monde un virus, eh bien, ça peut repartir n'importe quand. La preuve, c'est que le 24 février, il y avait un cas. Et si un cas revient, eh bien, maintenant on en a 100 par jour. Donc, c'est clair qu'il faut rester restrictif. La méthode qui a été adoptée, c'est de limiter les contacts. Et en fait, nous avons un budget contact. Ça veut dire que le nombre de rencontres de personne à personne doit être limité. Si l'on laisse aller, ben on repart. Donc, nous allons, pour continuer la maîtrise du virus, nous devons continuer à freiner la liberté de contact et la liberté de rencontre de qui. Et là, c'est un problème politique de gestion d'un manque, gestion comment on dit ça, de pas assez. Et on a un budget, on aimerait dépenser plus de contacts, et donc il faut se retenir à cette valeur limitée. C'est un problème. Comment fait-on les décisions? Comment
gère-t-on ceci? Eh bien, nous voyons maintenant que c'est la guerre d'empoigne, les milieux économiques semblent reprendre tout le poil de la bête et ont relancé rapidement la remise en route de l'économie dans pratiquement dans tous les secteurs. Je suis très inquiet pour le virus, enfin pour notre réponse au virus, mais ceci n'est pas surprenant. Cette notion de budget contact me paraît intéressante et me paraît quelque chose que nous apprenons dans l'urgence de ce virus. Au fait de ce virus, moi, je vois déjà maintenant, je vois trois apprentissages. Le premier, c'est que, eh bien, on a appris, beaucoup de gens ont pris conscience de ce qu'est une exponentielle. L'exponentielle part tout doucement, on ne voit rien du tout. Et puis pendant longtemps, on ne voit rien. Et puis tout à coup, on commence à la voir et quand on la voit, elle explose. Et beaucoup de politiciens, enfin la plupart des gens ne se rendent pas compte de ce que c'est qu'une explosion d'une exponentielle. Et l'exemple du virus est un exemple édifiant que j'espère que beaucoup de nos politiciens auront un peu compris. La deuxième conclusion, c'est que nous avons une société qui peut intervenir quand c'est nécessaire. Et on a vu que cette capacité de tout à coup mettre tout le monde en prison ou enfin enfermé chez soi du jour au lendemain, c'est quand même quelque chose auquel on n'était pas habitué, et retirer du ciel tous nos avions. Quand j'étais jeune, j'avais beaucoup manifesté contre le salon de l'auto de Genève. Et pendant chaque année, depuis, oh mon Dieu, ce salon de l'auto revient, et ça, chaque année, ça me désespère. Et puis tout à coup, le virus arrive, le salon s'en va, c'est un exemple de ce que l'on peut faire, et ceci nous donne du courage. La troisième conclusion que l'on peut tirer de ce virus, que j'aime tirer, c'est l'analogie avec la situation de la vie. La vie qui est en une démolition exponentielle. Je sais bien, Aurélien, oui, il n'y a pas que le climat, il y a toute la vie. Je prends le cas du climat parce qu'il est un petit peu plus facile à discuter rapidement. Donc, nous savons que là, nous avons aussi un budget. Le budget, c'est le budget carbone ou budget CO2, et nous savons que nous devons sortir du carbone parce que l'anomalie climatique est aussi une exponentielle. Depuis maintenant plus de 60 ans, nous voyons cette montée exponentielle de l'anomalie de température. C'est une très belle exponentielle et elle double tous les 40 ans. Ça veut dire que maintenant, nous sommes à 1,1 degré. Dans 40 ans, nous sommes à 2,2 degrés. Nous sommes à 7 ou 8 degrés à la fin du siècle. Quand mon petit enfant aura mon âge, eh bien, la vie ne sera plus tolérable en allant. C'est pas supportable. Aurélien disait de manière tout à fait semblable. Ça ne va pas. Et pour maîtriser cette chose intenable, il faut donc sortir du carbone et sortir rapidement. Ce sont des bonnes données avec toutes les incertitudes statistiques, etc. Nous avons droit à 600 gigatonnes de CO2 à déverser avant que nous dépassions le 1,5 degré. Bon, pour 2 degrés, ce serait... Mais parlons pas de 2 degrés, c'est pas supportable. 1,5 degré, 600 gigatonnes. C'est 600 gigatonnes de CO2 ou de gaz à effet de serre sous différentes formes que nous pouvons déverser dans l'atmosphère avant d'atteindre les 1,5. Actuellement, nous en déposons 40 gigatonnes. 40 gigatonnes annuelles, alors que nous avons droit à 600. Vous voyez? Donc, dans moins de 10 ans, il faut être dehors, complètement dehors, zéro. Et on a un grand budget, on a un budget de 600, et on aimerait le
l'utiliser à tour de bras en utilisant nos avions, en brûlant, en chauffant nos maisons et patati et patata, mais non, ça ne va pas. Comment gère-t-on cette pléthore de désir d'utiliser le carbone alors qu'on doit limiter ceci très sévèrement? Bon, ben, avec le budget contact du virus, on a vu une chose qui n'est pas surprenante, mais qui est sortie très fort, on a négligé les vieux. Et dans les EMS de Suisse romande, les gens meurent d'une manière insupportable. On ne s'est pas occupé d'eux. C'est des vieux. Semblablement, on pourrait très bien penser que dans le budget des contacts, et c'est la situation qui prévaut quand même jusqu'à nouvel avis, c'est les vieux, restez tranquilles à la maison, restez chez vous, nous les actifs, on utilisera nos contacts et on fera marcher l'économie. Même chose avec le CO2, nous, les pays riches, fichez-nous la paix, on va faire notre business as usual, et puis les pays pauvres qui vont subir les effets de ce CO2 encore plus que nous, qu'ils crèvent. Nous sommes dans cette situation intenable et Aurélien disait, il faut je ne me rappelle plus ces mots, mais il faut être rigoureux, il faut être vrai, il faut être rigoureux, il faut être brutal. Il faut intervenir sur notre gouvernance d'une manière, j'aime pas le mot brutal. C'est quoi ça? Oh là là, attendez voir. Je pense qu'il faut que tu refuses l'appel, Jacques. Tu dois avoir un appel entrant. Ah ouais, voilà. Tu vas pouvoir faire refuser. Voilà, Lucie s'est refusée. Bon, j'espère qu'elle ne va pas rappeler. Oui, c'est ma fille. Je reviens ici. Voilà. J'arrive quand même tout à fait au bout. Il faut créer une nouvelle gouvernance, une gouvernance qui aille vite et fort. Il faut un parlement de la vie. Les grévistes du climat et XR réclament une nouvelle chambre politique qui soit beaucoup plus rapide et plus efficace. Il y a eu il y a longtemps, en 82 ou je ne sais pas quoi, le sommet de la Terre. Il nous faut un sommet de la Terre parce que l'affaire est mondiale et nous avons qu'une solution, c'est de se battre très fort. Et nous, les vieux grands-parents du climat, nous n'avons qu'une solution, c'est soutenir vous, les jeunes, qui pourrez se battre vraiment très fort et vous soutenir. J'espère le faire correctement. Voilà, j'ai raconté ma petite histoire. Continue. Alors, merci beaucoup pour cette super intervention. Je trouve que les deux se sont super bien complétés. Je vous remercie. Moi, je dis juste qui je suis. Donc, je m'appelle Laïla, je fais partie de la grève du climat à Pau. Je suis apprentie ébéniste et puis je vais modérer et c'est pour ça que je donne les paroles. Donc, maintenant, j'invite Théo à prendre la parole, qui va nous parler qui va aborder les questions liées à nos revendications et nos différentes luttes. Oui, donc moi je suis Théo de la Grève Climat Genève, aussi dans le collectif Break Free, un collectif qui lutte pour la justice climatique. Et puis je suis étudiant à l'Université de Genève en sociologie et en histoire. Et alors merci tout d'abord pour ces deux présentations vraiment hyper intéressantes, pour le ton que vous avez, le côté très inspirant, pour le fait que vous martelez des choses qui sont vraiment nécessaires et pas toujours entendues, pas toujours bien comprises, etc. Merci beaucoup déjà. Et alors moi, il y a un point vraiment quelque chose qui me travaille beaucoup depuis le début de cette crise, ou cette situation liée au Covid-19. C'est justement, comme vous l'avez dit, on est à un moment charnière
on est à un moment, comme pour reprendre les mots, j'ai bien compris, d'Aurélien Barraud, d'instabilité fractale. Voilà, c'est toujours un plaisir parce qu'on apprend beaucoup de mots et de jolies expressions lors de vos présentations respectives. Donc on est dans un moment justement extrêmement particulier et un discours qui revient souvent dans nos milieux militants et je trouve qu'il est particulièrement vrai en ce moment, c'est le fait qu'on apprend dans l'action, on n'apprend pas dans la théorie finalement, mais on apprend cette théorie justement dans la pratique, en réalisant en fait dans les situations qu'on vit à quel point en fait le changement est nécessaire, vers quel changement il faut aller, etc. Et donc, du coup, je me demandais par rapport à vos discours, justement, qui sont extrêmement intéressants sur vers quoi on veut aller, qu'est-ce qu'on peut prôner comme revendication, comme idée, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant pour faire écho, justement, à l'expérience vécue par chacune en ce moment. Chacune vit des expériences différentes, certes, mais pour beaucoup, c'est un moment de rupture, de changement du mode de vie, que ce soit des personnes confinées ou des personnes qui sont encore plus exposées à des risques de par leur travail. La plupart des personnes, pratiquement tout le monde, a vu sa situation de vie changer. Et donc, du coup, j'aimerais savoir comment faire écho, en fait, à ces expériences de vie différentes par notre discours pour amorcer, finalement, la transformation qu'on veut. Je ne sais pas si vous avez un peu des éléments de réponse par rapport à ça. Jacques, tu veux dire quelque chose? Aurélien, tu vois? Bah, je peux dire deux mots, voilà. Et puis après, moi, je ne suis pas sûr d'avoir des choses très intéressantes à dire, mais je peux te dire mon ressenti. Mon ressenti, quand même, c'est que la leçon majeure, c'est que un autre monde est possible, quoi. C'est vraiment ce qu'a dit Jacques tout à l'heure. C'est qu'il s'est passé en quelques jours des choses que des décennies de militantisme n'ont pas rendu possible. Et quand même, ce qu'on apprend là, c'est que le monde tel qu'il était il y a 3 mois, la plupart des gens, peut-être nous aussi, mais la plupart des citoyens l'avaient considéré comme inexorable. On se disait, bon, tout n'est pas parfait, mais ça ne peut pas être autrement. Là, ce qu'on a compris en quelques semaines, c'est que c'est faux, en fait. Bon, quand on regarde l'histoire, c'était une évidence que c'est faux, mais on ne passe pas notre temps dans les livres d'histoire. Et donc là, on a vécu dans notre corps cette découverte majeure, à savoir que tout ce qu'on croyait être en quelque sorte inhérent à la nature elle-même, relevait de constructions qui étaient parfaitement contingentes et donc parfaitement déconstructibles. Alors évidemment, il y a des choses qu'on a envie de retrouver. La liberté de marcher dans la rue, moi j'ai hâte de la retrouver. Donc ça, je suis bien content que ça ne dure pas. Puis il y a d'autres choses qu'on n'a pas envie de retrouver. Moi, je crois qu'on a quand même découvert qu'une certaine frugalité, pas intellectuelle, mais matérielle, pouvait aussi avoir du bon. Que finalement, on ne perdait pas grand-chose et que parfois même on gagnait relationnellement à renoncer à un certain nombre de gestes qui nous paraissaient relever du confort, mais qui en réalité relevaient plutôt de l'inertie. Voilà. Et ça, je crois qu'on l'a découvert. Mais en contrepoint de ça, il y a aussi des problèmes énormes qui sont apparus et qu'on n'a pas résolus. Par exemple, moi je trouve qu'en fait, au-delà des petits groupes d'amis, la solidarité fonctionne mal. Moi je suis fonctionnaire. Donc, je continue de toucher le même salaire qu'avant la crise. Bon, c'est vrai, je travaille un peu, mais enfin, bon, j'ai la chance de continuer à toucher le même salaire. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans une situation dramatique. Nous, dans mon laboratoire, on a monté un petit pot commun, là, comme ça, pour que le personnel de ménage continue quand même à toucher quelque chose. Mais ça se repose sur le bon vouloir des gens, quoi. Bon, c'est sur l'aumône. Bon, c'est mieux que rien, moi, je trouve ça très bien de faire ça. Mais on n'a pas mis en place une sorte de solidarité quand même nationale, en se disant certains continuent à toucher le même salaire, d'autres n'ont quasiment plus rien. Mais il n'est venu à l'idée de personne de dire, écoutez, je ne sais pas, on met tout dans le pot commun là, au moins le temps de la crise, et puis peut-être même que ça pourrait durer un peu après la crise. Ça n'a pas été fait. Donc il y a eu des tentatives, tu vois, mais le gros quand même, on n'a pas vraiment osé le mettre sur la table. Donc voilà, j'avais juste ça à dire, peut-être Jacques a des choses plus formel. Jacques, je ne sais pas si tu veux prendre la parole ou si... La parole, oui, merci. Oui, donc ce choc de la crise du virus et cette capacité
de changer les choses qui a eu lieu pendant quelques semaines me rappelle toujours aussi au niveau individuel. Et cette capacité à changer les choses au niveau de la personne. Alors moi, je cite toujours deux personnes extraordinaires. Greta Thunberg, une gamine qui avait 15 ans ou 16 ans à l'époque, qui décide un beau jour, mais non, ça ne va pas, on ne peut pas continuer. Moi, j'appelle ça faire son coming out. Un autre qui a fait un formidable coming out, c'est Aurélien Barraud. Moi, je dis aussi que j'ai aussi fait mon coming out à cause quand je suis allé à Stockholm récupérer mon prix Nobel. Mais j'espère que l'exemple du virus va faire que bientôt, maintenant, au Conseil fédéral, nous ayons 2, 3 de ces conseillers fédéraux qui fassent leur coming out et puis qui se disent « mais ça ne va pas du tout, pas du tout ». Vous en pensez voir, si on avait là ou 3 femmes qui disent « mais ça ne va pas », ça pourrait changer beaucoup de choses. C'est un espoir, et puis c'est un espoir qu'il y ait beaucoup de gens qui fassent leur coming out. Voilà. Est-ce que Théo, tu veux rebondir sur ces deux interventions? Alors non, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des idées plus précises de revendications. En tout cas, c'est certaines questions qui nous arrivent là, parce qu'il y a des personnes qui posent des questions sur le live Facebook. Si vous avez des idées plus précises de revendications à porter qu'on pourrait mettre en avant. Oui. Je peux y aller? Oui. En fait, là, je reprends des idées qui sont très générales et qui sont habituelles, mais en particulier, elles ont été répétées récemment par Dominique Bourg. Comment gérer le fait que nous devions restreindre notre action sur le monde et comment se partager la disette. Et eh bien voilà, des quotas. Moi, ça m'ennuierait beaucoup que les jeunes n'aient pas la possibilité d'aller découvrir le monde et d'aller dans des pays très lointains pour voir qu'est-ce qui se passe en Australie ou bien en Afrique, etc. Donc, ça me paraît très bien qu'ils puissent quand même aller en avion. Donc, j'aimerais bien un quota individuel. Chacun a le droit à 1 ou 2 beaux voyages. L'idée des quotas, même enfin, c'est ce qu'on fait pendant la guerre. On avait un quota sur la nourriture. On avait des bons de pommes de terre. Et vu le manque dans lequel vu que nous ne pouvons pas avoir tout à quoi nous sommes habitués, eh bien, introduisons un système de quotas. L'alternative, c'est les forts ramassent tout et les faibles crèvent. La justice demande, dans une situation où il n'y a pas assez de ce que demande tout le monde, beaucoup, de se restreindre par des quotas. Naturellement, on peut aussi penser que beaucoup des choses qui nous paraissent précieuses, comme par exemple d'aller en vacances aux Maldives, c'est simplement une erreur. Voilà, j'ai dit. Je peux rajouter un tout truc très vite? Leïla, Oui. tu m'autorises? Oui. Juste, moi je suis tout à fait d'accord avec Jacques, évidemment. Juste pour développer son point de vue, je pense que c'est vraiment important de parler de quotas et pas de taxes. Parce que, évidemment, si ce sont des taxes, ça veut dire que les plus riches pourront continuer comme si de rien n'était et que les plus pauvres n'auront plus aucune liberté. Donc, c'est vraiment important que ce soit des choses qui ne puissent pas s'acheter. Voilà. Que ça ne dépende pas de notre pouvoir économique, que la contrainte, si contrainte est nécessaire, hein, parce que vous savez bien que nos opposants nous prennent pour des dictateurs qui ont envie de tout contraindre. C'est pas une question d'envie, c'est une question de raison. Voilà. On aimerait tous être Superman, mais on ne l'est pas. Donc il y a un moment, il faut faire avec le principe de réalité. Nous sommes les gens sérieux dans cette affaire.
Donc c'est très important que ces contraintes ne soient pas dépendantes de notre pouvoir économique. Ça, c'est la contrainte de justice en fait. Ensuite, l'image que Jacques a donnée de la guerre est excellente, mais il ne faudrait pas non plus qu'on donne l'impression aux gens qu'on a envie de revenir à une époque triste, en fait. C'est-à-dire que je crois que ce qu'il faut aussi marteler, c'est qu'en contrepoint de ces contraintes, il y a une jouissance, en fait, et même un réenchantement qui pourrait se mettre en place. Parce que je partage tout à fait l'idée qu'il pourrait être intéressant de temps en temps d'aller à l'autre bout du monde. Mais moi, j'habite Grenoble, on a des très belles montagnes autour de chez moi, et la plupart des Grenoblois n'ont aucune idée de la faune et de la flore qui est à 300 mètres de chez eux. Et donc, il y aura ici également, subrepticement, une incitation à la redécouverte de la magie, de la beauté de l'ici, du maintenant que nous avions oublié. Et j'ai l'intime conviction que, in fine, nous n'irions pas vers quelque chose de triste, de pauvre, de castrateur, mais au contraire, vers un rapport au monde qui serait beaucoup plus riche. Et le dernier point que je voulais souligner, et peut-être qu'on y reviendra parce que c'est un point très important, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si on se fiche de l'écologie, apprendre à vivre avec moins, ça va être nécessaire. Ça n'a rien à voir avec notre opinion politique, ça. Ça n'a même pas à voir avec le réchauffement climatique. Ça a à voir avec le fait que le pétrole, qui est l'essentiel de notre énergie, les fossiles en général, on a passé le pic là maintenant. Donc à partir de maintenant, chaque année, on va en avoir un peu moins. Peut-être qu'on va y revenir, c'est très important. Mais qu'on le veuille ou non, de toute façon, ça va avoir lieu. Ça va avoir lieu à un rythme trop lent. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas se dire il n'y a rien à faire pour l'écologie parce que ça va se faire tout seul. Ça ne serait pas un bon plan. Parce que si on brûle tout ce qu'on a, ça va quand même être la catastrophe écologique. Mais ce que je veux dire, c'est que même si on est assez bête pour ne faire aucun effort, de toute façon, il va falloir apprendre à vivre avec moins. Ça, c'est physique. On n'y peut rien. Merci beaucoup. Je pose une question de Hamza Palma qui nous est arrivée, que je trouve intéressante. Donc, si j'ai bien compris, le problème n'est pas seulement systémique, mais il réside aussi dans nos schémas de pensée anthropocentristes. Mais alors, comment opérer ce changement moral chez les gens? Et je crois que c'est en lien avec ce que tu as dit, Aurélien, que le problème n'était pas seulement le capitalisme, et avec l'exemple des rois et de la justice sociale. Et puis, sinon, je trouve que ça va très bien introduire la suite, tout ce qui a été dit, certaines notions de démocratie. Donc, voilà. Je sais pas si Aurélien, tu veux répondre, ou Jacques, ou Gris. Eh bien, chacun son tour. Vas-y, Aurélien. Oui, bon, le problème, c'est que comment faire? Bon, soyons honnêtes à un moment. Il y a deux questions différentes. Il y a une question à laquelle on n'échappe pas. C'est-à-dire que les lois de la physique sont ce qu'elles sont. D'accord? Donc là, ce n'est pas une question d'avis. On sait ce qui va se passer si on continue à faire les cons. On sait le nombre de morts. On ne sait pas exactement, mais on peut anticiper le nombre de morts, les pandémies, hein, puisqu'on sait que les pandémies sont aussi liées à l'atrophie des espaces de vie, etc. Donc on peut calculer la catastrophe. Et ça, qu'on soit riche, pauvre, de gauche ou de droite, on est dans le même bain. Bon, ça, c'est une chose. Mais il y a une autre chose qui est différente de celle-là, qui est de se dire, supposons que, ce qui est faux, hein, à mon avis, mais c'est pas impossible, supposons qu'on invente une méga technologie qui fait qu'on rase toutes les forêts, on les remplace par des énormes absorbeurs de CO2, on flingue tous les animaux, etc. Et on arrive à maintenir notre espérance de vie. Moi, je crois que c'est impossible. Mais on peut le rêver, plus exactement le cauchemarder. Là, il y a une autre question, qui est de savoir, quand bien même ça serait possible, est-ce que c'est ce que l'on souhaite? C'est une question complètement différente. Et elle existe aussi, cette question. Aujourd'hui, par exemple, le monde, pour les animaux, parce que vous parliez d'anthropocentrisme, c'est déjà l'enfer. On a transformé cette planète en enfer. 95% de la biomasse de mammifères aujourd'hui, ce sont des animaux qui vivent dans des fermes-usines et qui, non seulement vont connaître une mort violente, mais qui, avant cette mort violente, n'ont même pas eu de vie. C'est un crime contre l'ontologie de la vie, c'est un crime contre la vie en elle-même. Bon, avoir une mort violente, ça c'est dur, mais après tout, la plupart des humains ont aussi une mort violente. Hein. Aller en réanimation à l'hôpital, même hors du Covid, c'est pas très sympa. Hein. Mais c'est pire que ça. C'est pas juste les abattoirs le problème. Ce sont ces vaches, ces porcs. Vous savez que les porcs sont des animaux très sensibles. Hein. C'est même plutôt plus social qu'un chien, un cochon. Bon. Ce sont tous ces animaux qui en fait n'ont jamais vu le ciel, n'ont jamais eu la moindre interaction sociale, ont passé leur vie avec des cages plus petites que leur corps. Bon. Ça, c'est pas un problème de logique. C'est-à-dire que bien sûr, il y a l'argument de dire ça contribue aux pandémies, ça contribue au réchauffement, parce qu'on sait qu'ils émettent du méthane, etc. Tout cela est vrai.
Mais je pense qu'il faut aller encore plus profondément et se dire, même si ça ne contribuait pas au réchauffement, si ça ne contribuait pas aux pandémies, est-ce que ça serait souhaitable? Voilà. Et là, il y a un travail à faire, mais ce n'est pas un travail de logique, c'est un travail d'éthique. Moi, évidemment, j'ai ma réponse, qui est, je pense, la même que la vôtre. Mais je crois quand même que quand on éduque, quand on explique, quand on montre, rares sont les humains qui sont totalement dépourvus d'empathie. Mais on part de tellement loin. Vous savez que j'ai lu un sondage là, il y a quelques jours, 14% des Américains pensent que le lait au chocolat qu'on donne aux enfants le matin, ils viennent des vaches de couleur marron. Ils pensent que quand les vaches sont marron, eh ben, elles font directement du lait au chocolat. Bon. 14% des Américains. Bon. Et donc, on a tellement déconnecté ce qu'on mange de l'origine de ce qu'on mange que le travail de pédagogie à faire est gigantesque. Ben, allons-y. Alors, mon commentaire différent. Avec ce prix que j'ai reçu, il y a des tas de... Je rencontre toutes sortes de gens, et typiquement, un papa qui vient et qui amène sa gamine, et puis qui me demande « Oh, donnez-lui un conseil, comment il faut qu'elle fasse dans la vie ?» Alors évidemment, la réponse est fichée de papa. Et puis, ma réponse, ça va comme ça. Tu ne peux pas savoir ce à quoi tu es bon ou bonne, mais tu peux chercher, c'est difficile, ce dans quoi tu es bien, dans quoi, où est ton bonheur, où est ton plaisir. Et je constate combien c'est fou comme les gens réalisent mal et réfléchissent peu à ce qui leur fait du bien, ce qui leur fait ce qui est bon pour eux. Et ce qui est bon pour eux, ma conviction qui est de plus en plus forte, c'est rejoindre la réponse d'Aurélien, c'est une relation au monde qui est beaucoup plus large. On entend beaucoup parler, en tout cas dans mon milieu, du bonheur de la relation à la forêt. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Merci pour cette très belle réponse. Je trouve assez poétique. Ça rejoint un peu la chose de militer pour la beauté que tu as dit avant, Aurélien. Je pense qu'on peut passer un peu à un autre thème. Donc, je propose à Mathilde, tu voulais rajouter quelque chose? C'était juste pour terminer, du coup pour ces revendications, Jacques qui nous a parlé notamment du quota qui est une manière plus démocratique et plus solidaire et sociale que les taxes de trouver des solutions. Nous, dans les mouvements climat actuellement, on nous demande beaucoup de nous positionner sur nos mesures comme ça, comme si on avait des solutions clés qu'on devait amener pour transformer d'un coup la société demain, en fait, après cette crise. Et alors, nous, on essaye, on a 2-3 idées, on pense notamment à réduire et ralentir les rythmes et le temps de travail. On pense à des apports au niveau du salaire, que ce soit des formes de revenus de base ou de revenus de transition écologique. On pense à différentes choses, en fait. Mais vous, si vous faisiez partie d'un conseil démocratique, dans l'idée qu'on vivrait dans une société avec un pouvoir moins centralisé, si vous faisiez partie d'un conseil qui doit, par exemple, trouver 3 mesures comme ça principales qu'on prendrait tout de suite, maintenant, sur un très court terme, est-ce que vous avez 2-3 mesures qui vous viennent en tête? Alors, en désordre, à toute vitesse, revenu de base obligatoire, le revenu, le RBI, revenu de base indiscutable. Loin avec les bagnoles privées. Et troisièmement, diminution. Repenser, c'est plus compliqué, la forme du travail et le partage du travail. 1, 2, 3. Oups. Bon, bah, ça me va, ce qu'a dit Jacques. Moi, je suis assez d'accord. Le revenu minimum pour tout le monde, je pense que dans une société digne de ce nom, maintenant, ça devrait être une évidence. Moi, j'ajouterais bien la réquisition des logements vacants. On sait que, par exemple, en Île-de-France, il y a 3 fois plus de logements vacants que de sans domicile. C'est quand même assez extraordinaire de tolérer ça.
Et puis, je fais une réponse un peu à la con, une réponse pseudo-philosophique. La première mesure, ça serait d'oser tout remettre sur la table. Je ne dis pas qu'il faut tout jeter. Hein. Dans notre société, il y a des choses qui vont très bien. Il y a des choses qu'il faut garder. Mais c'est incroyable comme on est peureux, notre frilosité. N'oublions pas quand même que même le capitalisme, c'est un truc hyper moderne. À l'échelle de l'humanité, c'est 0,1%. C'est dérisoire. Et il n'y a pas que le capitalisme. Tout ce dont on vit en ce moment, ce dans quoi on vit en ce moment, c'est des inventions très récentes. Certaines sont bonnes, certaines sont mauvaises. Et c'est incroyable qu'on n'arrive pas à les remettre sur la table en se disant « bon, on s'est collectivement planté ». Il n'y avait pas les méchants d'un côté et les bons de l'autre. On s'est collectivement planté, ça c'est sûr. Donc on remet tout sur la table et puis on réfléchit. Est-ce qu'on garde, est-ce qu'on ne garde pas? Mais là, on se rend compte que même quand il y a une super réforme, en fait, généralement, elle touche à rien. C'est epsilon. Et il faut qu'on ait un peu de culot, quoi. Merci beaucoup pour ces réponses. Je pense qu'on peut aborder la prochaine question. Donc, je vais donner la parole à Steven qui va aborder la question des démocraties, et des démocraties modernes et de leurs limites pour combattre ce problème. Alors, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Steven. Je suis de la Grève du climat Vaud. Et dans la vie, je suis médiateur culturel et scientifique à temps partiel. Et surtout activiste en ce moment. Et du coup, c'est vraiment le lien entre les questions démocratiques, mais également l'engagement citoyen, la science qui m'intéresse, parce que en face de nous, on a la chance d'avoir 2 personnes qui sont sorties du stylo de la recherche pour également s'exprimer dans la place publique de différentes manières. Et en ce moment, on voit de plus en plus de chercheurs et de chercheuses qui s'engagent de différentes manières, et il y a un grand débat dans la société. On voit des termes apparaître comme finalement la politisation de la science, voire même de l'instrumentalisation du savoir, ou même de la mort de l'objectivité. C'est des choses qu'on peut lire assez souvent. Et on voit que ça pose des problèmes aux gens, même aux institutions qui se posent de nombreuses questions. Et c'est très bien. Par exemple, à l'Université de Lausanne était prévu, et peut-être est encore prévu, ça va dépendre, un débat entre le Centre interdisciplinaire de durabilité, mais également le Centre d'éthique, pour dire finalement, c'est quoi le juste milieu entre la recherche et également la manière dont on peut s'engager. Et toi, Aurélien, tu étais aussi un des premiers à avoir fait ces grandes lettres, à avoir tenté des manières un peu alternatives pour alerter, de la même manière que de nombreuses personnes, dont toi, Jacques, mais Dominique, tu as aussi dit, se sont engagés auprès de Extinction Rebellion, en signant finalement des argumentaires pour défendre certaines nouvelles méthodes d'action. Comment est-ce que vous vous expliquez cela? Et aussi peut-être la question, ce serait comment ça se fait que les prises de position elles soient aussi polarisées? C'est que vraiment maintenant on voit qu'on a des personnes qui sont oui, il faut s'engager vraiment fortement, et d'autres qui sont dans vraiment l'opposé total. Et c'est à la fois au niveau politique et au niveau scientifique, même dans le monde académique, il y a vraiment des discours étonnants sur ça. C'est la première question. Alors, j'aimerais, si j'ai bien compris, une des questions, c'est comment se fait-il qu'il y ait des gens qui s'engagent et puis qu'il y en ait d'autres qui ne s'engagent pas? Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup de peine à comprendre. Dans mon conseil communal de Morges, il y a un bon nombre de personnes qui sont intelligentes et cultivées, et j'essaye de les convaincre, de leur faire remarquer qu'il s'agit de se bouger. Et je n'arrive pas. Et c'est vrai que pour moi, c'est mystérieux. Pourquoi est-ce comme ça bloqué? Je pense que, nous nous construisons un monde. La réponse, c'est comme ça. On se construit un monde que l'on maîtrise, ou qu'on croit maîtriser, et qui est un monde tout petit. Au fait, son monde que l'on se construit, c'est nous-mêmes. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de constater combien le monde du voisin est différent du mien, ce qui rend les conversations difficiles. Mais je pense qu'en quelque part, c'est un petit peu la clé de notre problème. Nous sommes tout petits et nous croyons que de notre tout petit coin, nous avons tout compris. Voilà.
petit élément. C'est pas très réjouissant, mais c'est comme ça. Aurélien, est-ce que tu veux répondre aussi? Oui, enfin juste en amont, parce que comme d'habitude, je suis d'accord avec Jacques. Je trouve que c'est même très, enfin, comme à chaque fois, c'est très, très fin ce qu'il a dit. En France, je ne sais pas si vous avez la même tradition en Suisse, les gens applaudissent les médecins à 20h. Les premiers jours, j'ai trouvé ça chouette, c'était spontané, voilà. Et maintenant, ça m'énerve, parce que finalement, on s'achète une bonne conscience facilement, quoi. C'est-à-dire qu'au moins la moitié des gens qui applaudissent les soignants tous les soirs à 20h ont voté depuis des décennies pour en fait la mort de l'hôpital public. Et il aurait peut-être mieux fallu s'occuper d'en prendre soin pendant qu'il était temps que de paniquer maintenant en se disant « zut, demain c'est peut-être moi qui vais m'y retrouver ». Et donc en effet c'est compliqué de comprendre à quel point le processus d'engagement devient tardif, c'est-à-dire la plupart du temps essentiellement quand nous sommes nous-mêmes concernés. Et du point de vue des scientifiques, c'est presque encore pire, parce que c'est vrai qu'il y a ce mythe, hein, à mon sens c'est essentiellement un mythe, mais cette culture fantasmée de la neutralité. Voilà. Nous ne prenons pas parti, nous regardons le monde tel qu'il est. Alors ça c'est très agaçant pour moi. Je pense que quand on voit un homme qui est sur le point de tuer un gamin, on n'a pas besoin d'être expert en criminologie pour se dire tiens, si je peux faire quelque chose, je vais quand même essayer de l'éviter. Et je crois que c'est un peu ça notre situation. Là, il y a un crime contre la vie, un crime contre l'avenir qui est en train d'avoir lieu. Et il est vrai que moi, ma compétence, si tant est qu'elle existe, scientifique, ne me donne aucune légitimité. Moi, je fais de la relativité générale. Ça n'a rien à voir avec le problème du climat. Rien à voir. Mais c'est en tant que citoyen, bordel. C'est uniquement ça qui est important. Il se trouve qu'on utilise nos outils. On parle avec nos mots, on communique avec nos amis, on parle sur nos réseaux, etc. Et donc, je ne comprends pas. Il n'y a rien de spécifique aux scientifiques dans cette affaire, finalement. Sauf peut-être les climatologues ou les vrais spécialistes. Ça, c'est autre chose. Mais les gens comme Jacques, a fortiori, ou moi, dans une moindre mesure, bon, on utilise simplement quoi? Le fait qu'on n'est peut-être pas totalement stupide, mais comme tout le monde, comme vous, comme le gars d'en face dans la rue, qui n'est évidemment, comme nous, pas complètement stupide et qui peut utiliser un tout petit peu de son pouvoir d'action pour tenter d'enrayer une métacrise vis-à-vis de laquelle, j'insiste, il n'est absolument pas nécessaire d'être un spécialiste universitaire pour en sonder l'ampleur et la gravité. De ce fait, justement, c'est qu'il y a un paradoxe parce que vous vous engagez, vous êtes les plus visibilisés également, je pense, sur cette thématique. Et en soi, vous n'êtes pas vraiment les plus grands spécialistes, par exemple, de la question climatique. Et en ce moment, avec la pandémie du Covid-19, on voit, malgré qu'il y a toujours quelques figures qui ressortent, qu'il y a beaucoup plus de spécialistes qui se sont exprimés dans tous les médias. Et moi, j'essaie de faire la comparaison. Je me disais, mais s'il y avait autant de spécialistes qui s'exprimeraient sur les questions de biodiversité, climatique, de la durabilité, des sciences sociales, mais il y aurait vraiment une prise de conscience énorme, certainement, de la situation. Parce qu'il y a ce paradoxe de dire on a besoin d'incarner finalement dans une certaine mesure les luttes pour les faire avancer, mais est-ce que peut-être le moment est venu de dire on a besoin de beaucoup plus de personnes et faire que quand à l'RTS, notre chaîne de télévision nationale suisse, il y a un débat dans Infrarouge, ce ne soit pas systématiquement les mêmes personnes qui soient appelées, mais qu'il y ait vraiment la diversité des personnes et qu'on puisse montrer que, parce que c'est ce qui fait peut-être croire aussi qu'il n'y a pas un consensus, parce qu'après on va dire cette personne pense ça, mais il y a aussi cette personne qui l'oppose. Mais non, c'est pas ça sur certaines questions. Est-ce que vous pensez que là, il y a en tout cas quelque chose à creuser avec nos sujets? Alors je reviens, si vous permettez, je reviens à la discussion juste comme elle était il y a 3 minutes, mais qui relie ce que tu viens de dire, Steven. C'est la perception de la réalité. Et c'est un tout petit truc, mais durant la crise du Covid, j'ai eu l'impression que les gens devenaient tout à coup intéressés à comprendre ce qui se passait. Il y avait en Allemagne, il y a ce bonhomme de l'hôpital de la Charité, c'est Thorsten, qui donnait presque tous les jours sa petite demi-heure d'information scientifique. Et il a été suivi par un nombre considérable de personnes et j'ai eu de mon côté beaucoup d'observations comme quoi tout à coup les gens se sont intéressés à ce qui se passait.
mais ils s'intéressaient à ce qui se passait parce qu'ils avaient peur et ils avaient besoin de comprendre pour maîtriser leur peur. Et ça, moi, je connais bien dans ma vie le besoin de comprendre pour maîtriser sa vie et ses peurs. Et là, si on arrivait, alors est-ce que c'est juste ce que je dis? Mais il faudrait terroriser quand Greta Thunberg dit à je ne sais quelle est très importante, madame, mais madame, vous devriez être terrorisée maintenant. Eh bien, si les gens étaient terrorisés, peut-être qu'ils se donneraient de la peine pour comprendre, peut-être que beaucoup de ces gens viendraient parler à la radio, à Infrarouge ou n'importe, venir donner leur toute petite contribution, peut-être. Mais oui, mais je suis tout à fait d'accord. Et là, je vais être beaucoup plus pragmatique pour une fois. Steven, moi, je comprends exactement ce que tu veux dire, je crois. Et ça me laisse toujours pantois, parce que comme Jacques, sans doute moins d'ailleurs, mais je suis extrêmement sollicité par les médias. Donc ça, au moins, c'est le seul truc qu'on peut leur reconnaître. Hein. On ne peut pas dire ils ne veulent pas parler du sujet. Moi, j'ai 3 invitations télé par jour. Je refuse quasiment tout, parce que je crois qu'il ne faut pas incarner dans des personnes. Je pense qu'il faut que la parole diffuse. Et je leur file le nom de vrais spécialistes, des gens qui connaissent bien mieux que moi, que j'entends parfois parler du problème j'aime pas le mot biodiversité, moi, mais juste de la vie qui est en train de s'éteindre, de ces animaux merveilleux qui sont en train de mourir. Et je trouve que ces gens en parlent 1000 fois mieux que moi pour la bonne raison qu'ils connaissent 1000 fois mieux que moi. Mais les journalistes ne franchissent pas le pas parce que c'est un système à rétroaction positive. Et une fois qu'on est devenu un tout petit peu connu, et ben hop, on a le ticket pour devenir encore plus connu et ainsi de suite. C'est complètement idiot. Moi, je crois qu'il faut, enfin moi en tout cas, j'essaye de le faire à titre personnel, lutter contre ça. Cette starisation serait nulle à mon avis, elle jouerait à contre. Mais il y en a plein des gens qui peuvent dire des choses très fortes, avec compétence, avec amour et avec conviction, mais moi, j'ai du mal, effectivement, à faire le relais, à dire aux journalistes, mais on s'en fout de moi. Voilà le vrai spécialiste. Mais la plupart du temps, ils ne l'invitent pas. Donc, c'est compliqué. Moi non plus, je ne sais pas comment faire, mais il faut essayer. Merci. Vas-y, Laïla. Non, pardon, j'allais juste te donner la parole puisque j'ai... Super, merci. Nous, je pense quelque chose qu'on croit vraiment fondamentalement à la grève du climat en Suisse, c'est vraiment qu'il y a un besoin d'extension de la démocratie. C'est vraiment une hypothèse de base sur laquelle on doit partir pour se dire que aujourd'hui, on est toutes et tous affectés par ce qui est en train de venir. Et avant, c'était encore bien évidemment le cas, mais là encore plus, dans des dimensions plus profondes. Et du coup, ça nous oblige à aller plus loin, de trouver des manières aussi alternatives pour inclure le maximum de personnes. Mais aussi, il y a une réelle nécessité de radicalisation de la démocratie. Et par radicalisation, c'est vraiment le mot racine qui m'intéresse. C'est d'une part ce que tu as dit avant, Aurélien, de dire que lorsqu'on prendrait des décisions, et c'est le risque, et c'est vrai que c'est un énorme risque, mais de dire on peut questionner aujourd'hui, on a le droit de questionner les finalités de nos sociétés. Et de dire qu'à partir d'une décision, à partir de décisions qui peuvent évoluer, bien évidemment dans le temps, on peut changer les choses. C'est cette première chose, et c'est aussi de se dire qu'elle puisse aller à la racine de notre vie. Ça veut dire qu'on a le droit de décider où on étudie, qu'on a le droit de décider où on travaille, qu'on a le droit de décider où on vit également dans nos quartiers. Et aujourd'hui, on parle toujours de démocratie du point de vue politique, du point de vue de nos sociétés, mais on ne réfléchit jamais justement à ces autres dimensions de la démocratie, ces nouvelles nécessités de transformer les gouvernances économiques, ces besoins de dire, peut-être que nous aussi, les étudiants et étudiantes, on a envie d'avoir notre mot à dire sur la manière dont nos formations elles peuvent être menées, et également de dire, sur des questions même aussi techniques, prenons l'exemple des émissions, des technologies à émissions négatives, où il y a un débat urgent qui est nécessaire. La société, les personnes ont le droit également de débattre de ces questions et ça ne doit pas retomber dans les mains de quelques personnes experts et expertes. Et de ce point de vue-là, ça pose du coup la question de qu'est-ce qu'on peut faire avec les savoirs et les individus. Est-ce qu'en fait, il ne faudrait pas changer certaines conditions cadres, dire que finalement, dans les cahiers des charges des scientifiques, il faudrait que justement on puisse intégrer également la manière dont elles participent à la vie citoyenne en tant que personnes qui se réfèrent
par exemple, une personne qui viendrait expliquer tel sujet dans une assemblée, mais également, est-ce qu'il ne faut pas transformer, ça revient à cette revendication qu'on a de réduire massivement le temps de travail pour dire que les personnes puissent s'engager et qu'on puisse vraiment miser sur le partage de la reproduction sociale au sens de la politique aussi, du droit de décider de l'avenir. Est-ce qu'on peut inverser les rôles? Moi, je voudrais te poser une question cette fois. Parce que moi, je suis séduit par ton discours, mais je ne suis pas sûr qu'il est vrai. Pour le dire autrement, démocratie, comment être contre, quoi. Bon, enfin, en tous les cas, tous ici, aucun de nous, je pense, a envie d'un dictateur, donc on est tous pour la démocratie. Mais maintenant, si je regarde la vérité, moi, j'ai l'impression que démocratie directe ou radicale, ça serait pire. Quand on interroge les gens sur la prison, il y a une énorme pression populaire pour que les peines de prison soient de plus en plus longues, alors même qu'en France, elles ont doublé pour les peines lourdes en 20 ans, avec aucun effet sur la délinquance. Les gens disent toujours plus de répression, plus de prison, des conditions plus dures en prison. Vous voulez plus d'étrangers en France? Non, on veut moins d'étrangers. Vous voulez qu'on aide les sans-papiers? Non, on veut qu'on les rejette chez eux, les sans-papiers. Vous préférez avoir une petite augmentation de salaire ou un avenir durable? Oui, une augmentation de salaire. Moi, je crois que la démocratie directe, elle irait vers un monde hyper raciste, réactionnaire, climato-sceptique, machiste, etc. J'ai peut-être tort, j'espère que j'ai tort. Mais je te pose la question, moi, j'ai l'impression qu'il y a un effet de groupe, généralement, qui va beaucoup plus souvent vers le pire que vers l'effort pour un monde meilleur et apaisé. Et donc, qu'en penses-tu? Non, c'est vraiment une question intéressante et je pense que en fait, ça pose la question des échelles. À quelle échelle on développe également ces espaces démocratiques? Parce que si on les développe uniquement, par exemple, pour donner la France, un des exemples qu'on donne souvent, c'est le référendum de Gaulle. C'est finalement, il amène à la manière dont il veut le faire et finalement, la société dit oui et ça va dans la fausse direction. Donc, il faut vraiment pouvoir en fait développer tous ces îlots de discussion au sens où pour moi, c'est pas la démocratie, c'est pas qu'une question de décision, mais c'est une culture de la discussion, c'est une culture de se retrouver. Et du moment qu'on crée ça, en fait, on crée des lieux où on peut s'éduquer. Et du moment qu'on s'éduque, à un moment donné, c'est un processus qui doit prendre du temps, comme avec les assemblées citoyennes, par exemple. Là, tu peux prendre une décision. À un moment donné, tu te dis, là, nous reconnaissons que nous sommes peut-être assez matures sur cette question pour pouvoir prendre une décision qui, certes, est révocable pour la suite. Et après, voilà, c'est les contingences qu'on doit prendre, comme tu dis, c'est le cadre qui nous est imposé et également, tristement, les événements qui arrivent. Ça peut tellement influencer les choses. S'il y avait un vote demain sur, par exemple, s'il fallait sauver les avions, je me demande de quelle manière on voterait, tandis que si on vote dans une année et demie, ce serait une décision qui est totalement, qui serait autre. Donc, effectivement, je ne sais pas ce que toi t'en penses. Merci. Non, mais je voulais ton idée. Merci. Jacques, si jamais il y a ton micro qui est éteint. Oui, les noms propres, je n'arrive pas à m'en souvenir. Mais il y a un philosophe des sciences ou de la démocratie française qui est très actif actuel ces temps et qui réfléchit comme cela. Il faut multiplier les canaux démocratiques. Il faut que les moyens d'expression se fassent à plus de niveaux possibles. Il faut introduire dans la démocratie les ONG, il faut introduire les groupes locaux, il faut des parlements plus divers et plus représentatifs de groupes, de tendances, etc. Et moi, je trouve qu'en effet, la démocratie, c'est tout le monde s'y met. Mais pas seulement tous les individus, mais tous les moyens de penser doivent s'y mettre. Peut-être le nom de ce grand bonhomme vous connaissez, mais peut-être qu'il va me revenir dans quelques secondes. Voilà. Merci beaucoup. Excuse, encore quelque chose. Là, évidemment, le Parlement, une chambre supplémentaire au niveau suisse et au niveau mondial, la chambre de la vie, ce serait une manière d'enrichir le débat démocratique.
Merci beaucoup. Je voulais juste dire ce que j'en ai un peu tiré, parce que pour moi, ce qui en est sorti, c'est quelque chose d'assez simple, c'est que la possibilité de débloquer des outils démocratiques et de les rendre de plus en plus accessibles aux gens, ça vient avec une forme d'obligation de s'éduquer finalement, et que ça devrait être inverse. Enfin, le plus on s'éduque, le plus on aurait le droit de prendre des décisions légitimes. Enfin, en faisant des simplifications assez grossières, mais je pense que la notion de savoir de quoi on parle, et comme tu avais parlé au début, Steven, de personnes qui pouvaient venir expliquer un sujet dans une assemblée, etc., enfin, pour moi, ça c'était assez important, si je mon avis. Il y a Léna qui avait une question. Non? Ok. Est-ce que quelqu'une ou quelqu'un a encore une question sur ce thème à poser? Alors, c'est tout bon. Du coup, je vais je vais laisser plutôt Léna et Simon. Je crois qu'il y avait une question. Pardon, Théo? Vas-y, Oui. Non, merci. Oui, non, c'est pour rebondir sur les questions de démocratie toujours. Aussi, donc, je trouve ce qu'on oublie souvent, c'est la présence, l'absence de démocratie dans la sphère de l'entreprise. Et tel qu'on réfléchit souvent à la question de la démocratie, on la limite aux institutions dites politiques et on met de côté, on sépare le politique et l'économique. Et du coup, je me dis que c'est important de se réapproprier cette démocratie dans les entreprises parce que finalement, c'est la façon dont on produit, qu'est-ce qu'on produit, comment on produit. C'est une question fondamentale, autant au niveau social qu'au niveau évidemment environnemental. Du coup, ça rejoint un peu ce que vous disiez avant sur, voilà, il faut tout remettre en question maintenant, il faut se reposer des questions. Est-ce que ces interrogations que vous aviez, elles peuvent se faire sans une démocratie radicale qui amène la question démocratique au sein des entreprises mêmes? Est-ce que vous voulez rebondir, Jacques et Aurélien? Non, mais je suis d'accord, il faut tout essayer. Voilà. Moi je pense qu'aujourd'hui, ce régime de métastabilité fait qu'on n'a pas d'autre choix que d'essayer des trucs. C'est pour ça que j'étais tellement furieux quand l'État français a envoyé l'armée, ou je ne sais plus, la police, c'est pareil, pour déloger les zadistes. Bon, peut-être que ça marchait pas bien d'ailleurs, c'est tout à fait possible, mais au moins on essaye un truc, quoi. Il y a un nouveau rapport au monde, voilà, qui se développe, et donc ces gens-là sont des chercheurs, pas au sens où ils publient des papiers comme nous, mais ils essayent d'autres manières de s'organiser et on devrait les soutenir. Donc l'idée que tu émets de démocratie au sein de l'entreprise, moi, elle me sourit naturellement, et je pense qu'il faut essayer. Mais je vous cache pas que je pense que nous leurrons un peu quand même. Tu vois, Laïla, quand tu dis... en gros, plus on est éduqué, parce que je pense que tu as en tête que plus on est éduqué, plus on pense comme toi. Et ça, je pense que c'est faux. Hein. La plupart des gens assez réactionnaires ont des très hauts diplômes. Et tu vas rétorquer, ben oui, mais c'est parce que c'est une éducation qui reproduit le système, etc. Et c'est vrai ça. Mais on ne peut pas non plus définir l'éducation comme étant l'éducation à nos seules idées. Là, pour le coup, ça deviendrait un peu totalitaire quand même. Et du coup, c'est super compliqué parce que je crois que ce pari qui consiste à dire finalement, quand on est intelligent, on pense quand même forcément comme moi, quoi. On le pense très fort, mais c'est peut-être pas vrai en fait. Du coup, moi, j'ai pas d'idée en fait. C'est un combat, quoi. Mais l'idée qu'en fait, on devrait forcément gagner parce que quand on est suffisamment démocrate, suffisamment éduqué, suffisamment serein, alors forcément, on ralliera cette tendance. Je crains que ce soit faux, en fait. Ouais, je pense aussi, en fait. Merci pour cette intervention. Mais ça revient un peu à mon point de début, qui est un peu comme toi, c'est-à-dire j'en sais rien, mais il faut tout essayer. Je vais laisser maintenant Simon prendre la parole, qui va parler plutôt de nos luttes, je crois, en lien avec la crise sanitaire. Donc moi c'est Simon, je suis partie du mouvement Youth for Climate en France. Donc du coup on a beaucoup parlé de la crise sanitaire actuelle qui est très importante et qui est assez exceptionnelle à vrai dire. Et donc l'économie mondiale et notamment française et suisse est à plat. La chute du PIB est vraiment inédite, ce qui n'est pas forcément mauvais d'une certaine mesure, d'un certain point de vue.
Et les gouvernements commencent à penser à un plan de relance de l'économie. Bruno Le Maire est en train de dire, nous en France, qui est ministre de l'économie, crie sur tous les plateaux télé qu'il faut vraiment relancer l'économie, qu'il faut aller travailler. Bon, d'une certaine mesure, c'est son job, il est ministre de l'économie, pas ministre de la santé ou de l'écologie. Et en même temps, il y a les mouvements écologistes et sociaux qui aimeraient vraiment profiter donc, de cette crise sanitaire un peu pour complètement changer notre système, pour y introduire, pour vraiment mettre la justice sociale et l'écologie au centre du système qu'on pourrait construire. Et voilà. Et en même temps, donc, on aimerait mettre en place ça, ces changements systémiques, et en même temps, on est confiné pendant au moins encore quelques semaines. Les déplacements sont très limités, les rassemblements également. On ne va pas pouvoir faire de manifestations à plusieurs milliers ou centaines de milliers de personnes avant des mois. On ne va pas pouvoir faire d'actions avant des mois, c'est pareil. Alors, en même temps, c'est également du coup une baisse de notre démocratie. On ne peut plus on va dire, râler comme on le faisait avant. On ne peut plus exprimer notre avis comme on le faisait avant, comme on l'a fait par exemple en France pour la réforme des retraites, où pendant plusieurs mois, pendant 3 mois, il y a eu de grosses manifestations à plusieurs millions de personnes. Donc on ne peut plus faire ça. Donc en fait, ma question, ça va être comment transformer nos luttes en prenant en compte la crise sanitaire que nous traversons et en même temps l'urgence bioclimatique. Et l'urgence, c'est un peu un euphémisme. Comment faire les deux en même temps et comment donc changer notre système alors que les gouvernements, ça n'est absolument pas leur priorité actuellement. Je ne sais pas par qui commencer, Aurélien, Jacques. Je ne sais pas très bien comment répondre, donc je laisse Aurélien qui en sait peut-être plus. Ben moi, j'aurais bien laissé Jacques. Non, mais bien sûr, enfin, si on savait répondre, on l'aurait déjà fait, en fait. Je vois ce que tu veux dire. Je pense quand même que, ok, c'est vrai, nos libertés sont restreintes, notre pouvoir de se rassembler est restreint, de manifester est restreint, il est même annulé en ce moment. Tout ça est vrai, et ça joue à contre. Mais ce qui joue à pour, c'est qu'il y a une instabilité. Donc quand il y a une instabilité, on peut pousser quand même un peu la bille d'un côté ou de l'autre. Je crois que ça ne sert pas à grand-chose, pour être honnête. Mais enfin, on fait ce qu'on peut. Moi, je lance avec d'autres personnes une tribune qui va paraître dans quelques jours, que Jacques a eu la gentillesse d'accepter de signer. Et j'ai été étonné. Il y a quand même 20 prix Nobel qui ont accepté de signer. Je suis sûr que le même texte, il y a 1 an, j'aurais pas réussi à rassembler autant de beau monde. Et donc, je sens quand même qu'en ce moment-là, cette instabilité fait que des gens qui sont par ailleurs très souvent réservés, très réfléchis, très posés, commencent à se mouiller quand même, tu vois. Alors, c'est pas ma tribune qui va changer le monde, ça c'est tout à fait certain. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une prise de risque. Parce que l'air de rien, c'est toujours une prise de risque de s'exprimer publiquement sur un texte assez politique, quand même, assez engagé, qui est en train d'avoir lieu. Et je ne vais pas donner les exemples publiquement, je ne peux pas le faire, mais dans mon travail, j'ai vu aussi des gens qui sont plutôt des bons petits soldats, on va dire. Dernièrement, désobéir, taper du poing sur la table et dire non. Voilà, on a cette contrainte, on ne le fait plus. Et ça, c'est nouveau. Et je crois qu'on peut commencer un peu à dire non maintenant. Et ça, je ne sais pas si ça va prendre ou pas, mais c'est un petit espoir. Bravo! Merci beaucoup Aurélien. Je ne suis pas sûre que Jacques il ait envie de s'exprimer. Non, bravo! Disons non! Je ne sais pas si, du coup, Simon, tu veux relancer une autre question ou si Léna, tu veux. Oui. Du coup, je vais rebondir un peu sur ce que tu as dit, Aurélien. Donc la désobéissance civile, c'est vrai que nos mouvements commencent vraiment à en faire. On a Extinction Rebellion aussi. Ça existe depuis très longtemps. Et là, du coup, c'est vrai que c'est un mode d'action
dont on commençait à avoir l'habitude, en tout cas à organiser dans nos mouvements. Mais maintenant, du coup, comment faire, alors je ne sais pas si tu vas avoir la solution, mais du coup, comment faire avec la crise sanitaire et en même temps des actions de désobéissance civile, comment dire non, alors qu'en même temps, on a une crise sanitaire exceptionnelle. Alors, je ne sais pas si tu vas vraiment avoir la réponse. Peut-être Jacques veut dire quelque chose. Non, mais moi, j'ai pas de réponse miracle. Mais ce qui va être important, c'est à la reprise. Là. Tu sais, bon, on va déconfiner en France dans quelques jours. Bon, là, la crise, c'est le moment de l'instabilité, puis paf, d'un seul coup, ça va retomber. On ne sait pas de quel côté ça va retomber. Donc, je pense que la question, elle se pose surtout à la reprise plutôt que pendant la crise. Mais là encore, il y a énormément de moyens de le faire. Hein. Là, par exemple, on a appris à utiliser les visioconf. Bon. Je ne dis pas que c'est idéal, hein, parce que Zoom, etc., ça pose plein de problèmes aussi. Mais enfin, incontestablement, c'est moins mauvais que de faire 20 000 km en avion. Voilà, c'est pas parfait, mais enfin, c'est quand même moins mauvais. Et donc là, il y a plein de gens, par exemple, qui sont... moi, dans mon travail, il y a plein de choses, on était certain de pouvoir le faire qu'en présentiel. Sinon, c'était juste pas possible. Ben là, on l'a fait comme ça à distance, parce qu'on n'avait pas le choix. Bon, et ben la question est, est-ce que dans 3 mois, on revient au mode où on fait un voyage à San Francisco, ou est-ce qu'on est-ce qu'on capitalise, c'est pas un joli mot, est-ce qu'on intègre les leçons de cette crise? Écoute, ça dépend que de nous. Là, je crois que la seule chose qu'on peut faire, c'est montrer l'exemple. Hein. Et on verra. Mais il y a quand même des petits indices pas mal. Excusez-moi, je donne un exemple trivial qui n'a aucun intérêt à part moi-même, mais je trouve que ce que je connais le mieux, c'est ma propre vie. Et dans mon dossier, pour mon travail, on a des évaluations, des machins. Et par exemple, moi, j'ai mis explicitement que je n'avais pas été à des conférences internationales depuis quelques années pour des raisons écologiques. Je dis voilà, j'ai été invité pour aller là, là, là et là, mais j'y suis pas allé parce que je trouve ça pas raisonnable de faire 15 000 bornes pour parler 20 minutes. Eh bien, ils m'ont quand même donné la promotion associée. Et ça, je pense qu'il y a quelques années, je me serais fait flinguer pour ça. Et j'ai trouvé que c'était un petit indice positif quand même de ce qu'on peut faire des trucs qui commencent à devenir audibles. Alors, j'ai encore moins de solutions que Aurélien, mais ce moment d'incertitude, ce moment d'instabilité, je le sens très fort et j'en suis très inquiet. Je vois combien les gens qui veulent le retour à la normale, eux, ils sortent du bois, et ils sortent très vite du bois maintenant. Et on a vu une chose amusante en Suisse, c'est ce président du syndicat patronal, pas président, importante personne, qui avait pondu ce texte magnifique où il disait le danger maintenant, c'est que les gens s'habituent à cette situation où il n'y a pas d'embouteillage, où le ciel est clair, où la pollution a diminué, et ça, c'est très mauvais. Et la façon dont il a été remis en boîte était en soi un vrai plaisir. Mais d'autre part, on voit, ce que je disais tout à l'heure, 1,89 milliard que notre Conseil fédéral a débloqué pour sauver nos compagnies d'aviation sans conditions apparemment. Alors, faut bouger, oui. Le moment de l'incertitude, oui, essayons de faire que ça bouge de bon côté. Est-ce que Léna, je te donne la parole maintenant, Léna. Ouais, alors merci beaucoup pour votre intervention. Moi, c'est Léna de la grève du climat en Suisse aussi. Je suis étudiante aussi en ingénierie. Et du coup, moi, je vais plutôt vous poser une question par rapport du coup aux luttes au long terme en fait, et par quels moyens lutter. Et que du coup, l'avis des militants et des militantes en général dans nos mouvements, c'est que c'est vrai que l'idéal, c'est de pouvoir être en accord avec nos convictions, etc., et d'avoir une approche à l'échelle individuelle aussi, donc je sais pas, genre devenir végétarien, végétarienne, etc., limiter ses déchets, moins prendre l'avion, tout ce qu'on entend, mais surtout pour qu'on s'engage, etc., c'est pour avoir justement une approche collective, pour faire un front commun, etc., et pour obtenir des changements globaux, donc des changements qui impacteraient plus les moyens de production, par exemple, que les moyens de consommation.
Et donc, notre question par rapport à ça, c'est est-ce que justement, par exemple, les choix de consommation sont un levier d'action pertinent et aussi par rapport à ça, comment faire pour changer les choses et par quelle approche le faire, donc par exemple sur la non-violence et la violence, la désobéissance civile, etc. Qu'est-ce qui est pertinent et quelles sont les limites en fait. Et puis voilà, et donc aussi est-ce que vous pensez qu'il est utile de faire pression sur nos gouvernements et les changer de l'intérieur, donc plutôt une approche réformiste, ou faut-il plutôt une révolution, comme on l'appelle, et un changement de système et donc voilà, et donc comment justement avoir de l'impact en fait sur ces grosses entreprises super polluantes et écocides, etc., comme BlackRock, Starlink, etc. Je me permets, on entend parler à deux niveaux. Le niveau individuel, lors de sa conférence à Lausanne l'automne passé, Aurélien avait répondu à la question que faire très concrètement. Elle avait répondu « Arrêtez de manger de la viande ». Tout bête. Ça, c'est le comportement individuel, mais tous, nous savons que ce n'est pas comme ça. Ce ne sera pas. C'est important, c'est nécessaire qu'on s'engage, mais ce n'est pas comme ça qu'on va changer le monde. L'autre aspect, moi, qui me bouleverse, je regarde ici les petites images de vous tous et je vois ces gamins. Et vous avez quel âge en moyenne? Et lors de de SMILE, la réunion de Lausanne où il y avait tous ces activistes européens qui étaient là, j'ai participé à plusieurs séances et l'une d'entre elles était la plus touchante et la plus forte. Et c'était une vingtaine de ces jeunes engagés, mais c'était bouleversant leur engagement. Et ils avaient en moyenne 17,2 ans. Et ces gamins, 17,2 ans, ça veut dire que pratiquement, ils étaient très peu d'être citoyens. Ils n'avaient pas encore le droit de vote. Mais quelques années plus tard, dans très peu de temps, ils l'auront tous. Et vous, dans très peu de temps, vous serez au Parlement et vous ferez la politique. Et ça va changer beaucoup, beaucoup de choses. Courage. Mais merci Jacques. Juste, je redis quelques mots, mais comme toujours, je suis d'accord. Effectivement, le début en particulier, je suis 100% d'accord. Je crois qu'effectivement, on a un levier d'action par la consommation. On ne peut pas quand même se dire concerné par ce qui se passe et puis commander sur une entreprise dont le nom est celui de femmes guerrières, des produits qui viennent de l'autre bout du monde. Bon, ça c'est pas possible. Donc bien sûr que notre consommation a un impact et qu'il faut l'intégrer. Mais comme l'a dit Jacques, on ne peut pas résoudre un problème systémique uniquement par un changement d'habitude. C'est vraiment se tromper quand même de croire que... Parce que ça, c'est l'illusion de la liberté absolue du consommateur. Comme si nous vivions dans un monde de liberté absolue et que par conséquent, en choisissant une bonne consommation, nous pourrions résoudre tous les maux. Mais ça, c'est évidemment un leurre. Donc je crois qu'à court terme, il faut le faire quand même. Il faut le faire. Mais ce n'est évidemment pas la solution globale au problème global. Ça, c'est absolument certain. Après, tu avais évoqué la question de la violence. Ça, c'est super important. Moi, ça m'énerve un peu de voir une grande partie des anti-écolos, on va dire, s'indigner de la violence d'Extinction Rebellion, par exemple, parce que l'accès à un centre commercial est restreint pendant 2 heures. Quelle insoutenable violence. Alors, c'est vrai que c'est illégal. Mais le problème, c'est que on ne voit toujours qu'un aspect de la violence. C'est-à-dire qu'on voit cet aspect-là de la violence et on ne se rend pas compte que laisser faire les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire laisser le monde aller à sa perte, c'est probablement beaucoup plus violent. Et donc, je veux bien, moi, qu'on soit pour la non-violence. On est tous pour la non-violence. Personne n'a envie de se faire agresser dans la rue. Donc, on est tous pour la non-violence. Mais là, ce n'est pas la question d'être pour la non-violence. C'est simplement de hiérarchiser différentes violences qui se font face. Et pour prendre un exemple trivial, face à quelqu'un qui est sur le point de commettre un meurtre, lui casser la figure est une violence non seulement acceptable, mais même souhaitable, et même récompensée.
Donc, il faut être un peu sérieux avec cette question de la violence. Nelson Mandela a été violent, mais il a été violent face à une plus grande violence. Et à la fin, c'est devenu un héros pour le monde entier. Donc, je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, c'est une question très, très subtile, il faut être très raisonnable. Ah, allô, allô? Je crois que ça a planté. Bon. Est-ce que vous m'entendez? Moi, je n'entends plus rien. Alors, on va faire ça. Alors, hop, comment je vais retrouver le lien? Idée. Alors, ça marche plus du tout cette affaire. Qu'est-ce qui se passe? Ok, donc je vais éteindre mon ordinateur. Et on va voir ce que ça donne. Hop là. On éteint. Allez, il faut que ça reboote. Voilà, c'est éteint. Allez, on rallume. Allez. Non. Alors. Je ne me suis pas planté dans mon mot de passe, c'est magnifique. Allez, on se dépêche de démarrer. Bon, bah, je crois que c'est fini. Alors, est-ce que je vais vous retrouver? Comment relancer le truc? Hop. Je vais leur demander est-ce que ça marche encore pour vous? Moi, j'ai été déconnecté avec ce message. Alors, nous étions en train de réfléchir sur les hiérarchies de la violence. Et d'expliquer que c'était une chose subtile et qu'il ne fallait pas faire semblant que la question était évidente. Parce qu'elle ne l'est jamais, évidemment. Oser faire face aux multiples facettes. Alors, l'autre a une autre réunion en cours. Bon, bah écoute, là, je sais plus quoi faire, moi. Tant pis, je vais arrêter la vidéo.